Prenez le large avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Prenons le large, votre magazine sur la mer et sur le littoral méditerranéen. On regarde tout de suite le sommaire. Rencontre avec Michel Lourd, directeur du DRASM, le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine, dont le siège national est basé à l'Estac. Ensuite, direction la presqu'île de Gien à la découverte des salins du Pesquier. Puis, entretien avec Rémi Simide, biologiste marin spécialisé dans l'étude de l'esturgeon. Enfin, nous vous emmènerons au Groenland, dans la baie de Disko, pour une promenade au milieu des icebergs. Allez, larguez les amarres et prenons le large. Nous sommes aujourd'hui sur la Côte Bleue, à quelques kilomètres de Marseille, sur le port du village pittoresque d'Ansuès-la-Redonne. Niché au fond d'une calanque, cet endroit a su garder son authenticité et tout son charme, découverte en images. Le nom d'Ansuès-la-Redonne viendrait du latin solium, voulant dire petite baignoire. Le port se repère du large grâce au viaduc qui le surplombe. De là, nous avons une vision panoramique de la rade. Situé à une vingtaine de kilomètres de Marseille, on y accède par une route escarpée. Point de départ pour explorer les fonds marins, lieu de promenade grâce à de nombreux sentiers côtiers, cette calanque ressemble à une carte postale de Provence. Des bateaux de plaisance y ont élu domicile, des pêcheurs y exercent encore leur activité, et lorsque nous marchons sur les quais, on peut y voir danser leurs petits chalutiers ou encore quelques barques marseillaises. C'est, on peut le dire, un petit paradis. Un de ces endroits sur Terre qui nous évoque toute la beauté de la mer. Michel Lourd, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du DRASM. Alors le DRASM, c'est le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine. Mais justement, quelle est la différence entre le subaquatique et le sous-marin ? Question complexe. Non, en réalité, la réponse est très simple. Le sous-marin, c'est le domaine des eaux salées, le domaine public maritime, et le subaquatique, c'est tout le monde des eaux douces, fleuves, lacs, rivières, grottes ennoyées, résurgences karstiques, etc. Alors on aura bien sûr l'occasion de découvrir pendant l'émission vos services, puisque vous êtes installé sur Marseille, et puis vous allez rester avec nous, et moi aussi je vais vous faire découvrir des lieux et des sites, puisque nous allons partir dans le Var, plus précisément sur la presqu'île de Gien, à la découverte du parc ornithologique. On y va, prenons le large. Situés au cœur de la presqu'île de Gien, les salins d'Hyères sont représentatifs des zones humides littorales méditerranéennes où évoluent des espèces végétales et animales adaptées aux conditions particulières qui y règnent. Salinité et profondeur d'eau variables, inondations temporaires ou permanentes, forte chaleur, sécheresse, substrat sableux. On y dénombre plus de 36 habitats naturels, dont 14 d'intérêt européen. Ce lieu est un exemple de biodiversité. Nous y avons rencontré Frédéric Gimon, responsable du site. Donc, le salin des Pesquiers a été créé en 1848. C'est un salin de type industriel, donc on voit une trame encore très orthogonale, très rectiligne du salin. L'exploitation a cessé en 1995 et en 2001, le Conservatoire du littoral a acheté ces sites auprès de la Compagnie des salins du Midi. Déjà, du point de vue étymologique, on voit que Hyères vient du mot aerae, les airs à sel, donc il y a un lien évident très fort. On pense aussi que les Grecs d'Olbia, du comptoir grec d'Olbia,
se sont installés sur ce littoral parce qu'il était très favorable à la cueillette du sel dans des lagunes naturelles en arrière des plages. Et pour revenir très rapidement à la période contemporaine, il y a également aussi beaucoup de piémontais italiens qui sont venus s'installer dans la région, qui faisaient des travaux journaliers depuis la récolte des fleurs, des primeurs, en passant par les salins pour la récolte du sel et qui enchaînaient sur les vendanges. Donc oui, un très fort lien entre les salins et la ville de Hyères. Un salin est conçu pour favoriser l'évaporation de l'eau de mer et permettre la cristallisation du sel. Son implantation nécessite 3 éléments indispensables: une vaste zone lagunaire, un ensoleillement important et un vent dominant. Devenus au fil des ans une réserve ornithologique, les salins abritent annuellement 260 espèces d'oiseaux. Cette richesse s'explique par la diversité des habitats présentés, l'implantation géographique des salins et l'intervention humaine qui pérennise les milieux favorables aux espèces. Ce ne sont pas des oiseaux que l'on a habitués à rester sur le site. Je dirais qu'ils viennent ici parce qu'ils trouvent des conditions naturelles pour leur nourrissage, leur reproduction, leur tranquillité. Ensuite, c'est eux qui décident de se poser chez nous. Bon, ce sont des oiseaux qui sont inféodés au milieu aquatique, aux zones humides méditerranéennes. Donc ils vont et viennent entre les différentes zones humides méditerranéennes, la Camargue, les étangs du Pô, et se posent chez nous également. Le fait que ce n'est pas une eau croupissante, c'est une eau que l'on fait circuler, donc qui est très bien oxygénée, donc qui propose une ressource alimentaire importante. Donc ce n'est pas un hasard si les oiseaux viennent se poser ici. L'espèce emblématique du salin d'Hyères, ce sont les flamants roses. C'est une espèce qui est surtout fréquente chez nous au printemps et à l'automne, avant qu'elle entreprenne ses migrations, avant la reproduction ou après. Une fois que les jeunes sont volants, ils reviennent chez nous. Bon, c'est vrai que le site n'est plus exploité pour faire du sel, donc il n'y a pas cette couleur forte générée par l'Artemia salina, cette petite crevette microscopique qui est riche en pigments, qui pigmente le plumage du flamant rose. Après, les flamants roses qui sont ici ne restent pas ici toute l'année. Ils vont également peut-être aller en Camargue ou dans l'étang du Pô, voire en Algérie. C'est peut-être parce que la ressource alimentaire de cette crevette diminue sur tout le bassin. Régulièrement, l'eau des bassins est analysée par les équipes du salin afin de mesurer le taux d'oxygène, la salinité et la pollution. Quand nous voyons un oiseau en mauvaise santé, nous travaillons avec la Ligue de protection des oiseaux et qui a un centre donc de soins pour la faune sauvage. Les enjeux de ce site, c'est la conservation à double titre, la conservation de la nature avec comme emblème les oiseaux d'eau, et également la conservation d'un terroir, d'un savoir-faire, d'un système traditionnel d'exploitation de l'espace qui était l'exploitation salinière. Les salins de la presqu'île de Gien offrent leur richesse à qui sait prendre le temps de les observer. Loin du tumulte touristique, les visiteurs peuvent ainsi prendre un bain de quiétude jusqu'à la nuit tombée. Le parc ornithologique de la presqu'île de Gien, vous connaissez un petit peu, vous faites des recherches de ce côté-là du Var? Alors la presqu'île de Gien, je connais parce que j'ai eu l'occasion d'y plonger sur différentes épaves et de manière générale un peu tous les coins de la côte française puisque c'est notre activité que d'y être extrêmement présent. Alors Michel Lours, vous êtes le directeur du DRASM, expliquez-nous un petit peu votre action. Alors le DRASM, c'est un service du ministère de la Culture créé en 1966 et qui a vocation à inventorier, étudier, protéger, valoriser tout ce qui relève du patrimoine sous-marin. Alors c'est une notion extrêmement large, ça va de la grotte Cosquer qu'on trouve au large de Marseille, qui date de 28 000 ans, enfin son occupation, jusqu'à aujourd'hui, aux derniers vestiges de la Seconde Guerre mondiale par exemple. La France dispose de 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. C'est le deuxième propriétaire mérien du monde, si j'ose dire. On parle de propriétaire terrien, pourquoi pas de propriétaire mérien. Mérien, oui, c'est un beau terme en tout cas. Alors, nous sommes au cœur de la Méditerranée. Je suppose que cette mer renferme de nombreux trésors en termes d'histoire.
Alors évidemment, parce que la Méditerranée a été sillonnée par des tas de civilisations. Bon, mais pour autant, ne nous focalisons pas sur la Méditerranée. Il n'y a pas d'espace maritime qui n'ait été à un moment ou à un autre sillonné par l'ensemble des civilisations. Certaines se sont éteintes, d'autres perdurent aujourd'hui. Et de facto, dès qu'on met quelque chose sur la mer, dès qu'il y a du mauvais temps, on risque de le perdre. Et donc, sur toutes les mers du globe, il y a un potentiel assez extraordinaire de sites, de vestiges, de parts d'histoire et donc de mémoire de l'humanité. Est-ce que la mer renferme encore des trésors, renferme encore des choses qui peuvent nous apprendre sur l'histoire de l'homme et sur l'histoire de l'humanité? Oh, évidemment. Regardez, sur les seules eaux de la métropole française, on estime le nombre d'épaves à autour de 15 ou 20 000, peut-être 25 000. On en connaît grosso modo 5 000 et on pourrait vraiment dire quelque chose sur environ 1500. Dans les seules eaux françaises, toujours de l'ensemble de la planète, on estime leur nombre entre 150 000 et 200 000. Et l'UNESCO estime que dans l'ensemble des eaux du globe, il y a environ 3 millions d'épaves. Donc vous voyez, le potentiel est infini. La mer nous parle, la mer nous raconte vraiment notre histoire. C'est là que sont consignées les plus belles pages d'histoire de l'humanité, c'est là qu'elles sont le mieux préservées. Notre souci à nous, c'est de faire en sorte qu'elles soient toujours suffisamment préservées pour qu'on puisse les étudier. Lorsque vous sortez une épave, lorsque vous sortez, on va dire, des trésors, où est-ce que vous les entreposez et surtout où est-ce que vous les étudiez? Alors, notre siège est à Marseille, puisque historiquement l'archéologie sous-marine est née en Méditerranée, et le monde de la plongée aussi d'ailleurs, donc à Marseille. Nos bureaux sont à l'Estac, on a là un certain nombre de dépôts, on en a également près d'Aix-en-Provence, on a sur l'ensemble du territoire français, où que ce soit dans le monde, on a une quinzaine de dépôts, et puis surtout la vocation, c'est pas de rester comme Harpagon sur notre cassette, on alimente des musées. Il y a plus d'une centaine de musées en France métropolitaine qui disposent de collections issues de fouilles archéologiques sous-marines. Quels sont les projets du DRASM? Alors les projets, il en est quasiment tous les jours, donc on peut en parler là très rapidement. Dans l'immédiat, on doit faire des expertises dans le lac Michigan, par exemple, à la demande du gouvernement américain. On a un grand projet sur une épave qui s'appelle la Lune, qui se trouve en baie de Toulon. Voilà, ça c'est des projets qui sont immédiats. Sinon, à long terme, on en a un peu partout dans le monde. On en a en Guyane, beaucoup aujourd'hui. On développe des activités également dans les Antilles. Dans Prenons le large, nous découvrons des métiers. Et là, nous avons rencontré Rémi. Rémi est scientifique marin et il va nous faire partager son univers. Une journée donc avec un scientifique. On s'en va direction l'île des Ambiers. Île située au large de la ville de Sifour dans le Var, c'est sur le port que nous avons rendez-vous avec Rémi Simide, jeune scientifique. Nous allons avec lui essayer de mieux connaître son métier. En fait, biologiste marin, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. C'est simplement l'étude de tous les organismes qu'on retrouve sous la mer. Donc là, pour tout ça, ça regroupe énormément de choses. On a autant de la chimie, de la physique, de la biologie, de la géologie. Tout ce qui se passe sous la mer, en fait, ça peut être intéressant pour les biologistes marins. Donc moi, plus particulièrement, je travaille sur les poissons et sur un poisson en particulier, c'est l'esturgeon. L'esturgeon, c'est un poisson comme le saumon, un poisson migrateur. En fait, il se reproduit en eau douce et après, il va migrer en mer. L'esturgeon européen, jusque dans les fin des années 80, on en trouvait encore sur les côtes françaises. Il a malheureusement disparu. L'île des Ambiers est connue pour son centre océanographique Paul Ricard, lieu de recherche et de protection. Comme chaque matin, Rémi se rend dans l'un des laboratoires du centre dans lequel se trouvent ses aquariums. Études de comportement, prélèvement, nourrissage, des tâches fondamentales pour l'avancée de ses études. Alors là, je suis avec des poissons qui ont à peu près 2 mois et demi, donc c'est des tout jeunes esturgeons. Et j'ai différents aquariums pour pouvoir traiter tous mes poissons différemment en fait. Chaque aquarium va être géré de manière différente. Le but de cette étude, c'est vraiment regarder le bien-être et le stress chez les poissons, savoir si un poisson est en bonne santé, en mauvaise santé, s'il se sent bien ou pas bien. Donc moi, c'est exactement ce que je fais. Dans un premier temps, j'essaye de les mettre dans un bon état. Je leur donne une alimentation très bonne et différente entre chaque aquarium. Et après, je vais tous les stresser pour qu'ils soient dans un mauvais état. Je vais prendre du sang avant de les avoir stressés et après les avoir stressés. Du coup, ce que je vais regarder sur le sang, je vais essayer de retrouver ce stress ou cet état de bien-être sur mes marqueurs sanguins. Si j'y arrive, je pourrais proposer soit aux aquaculteurs, soit aux gestionnaires de la ressource dans le milieu naturel, ces marqueurs. Est-ce que vos poissons se sentent bien? Est-ce qu'ils se sentent pas bien? Là, c'est l'heure du déjeuner. Qu'est-ce que ça mange, un esturgeon? Ça mange, alors en aquaculture, ça mange du poisson, des farines de poisson. Dans la nature, ça mange plutôt des petits organismes qu'ils trouvent dans le sable, dans les fonds vaseux.
C'est un organisme un petit peu comme un poisson-chat. Je ne sais pas si tu as fait attention, il a des petits barbillons sensoriels sous le nez. Ça lui permet de repérer ses proies à l'état naturel. Mais ici, donc, il mange des granulés qui coulent, qui sont au fond. Et c'est de la farine de poisson ici. Alors ils ont 2 mois et demi ces poissons. Donc ils font à peu près 50 grammes. Ils ont 2 mois et demi. Il faut savoir qu'à l'âge adulte, les esturgeons à l'état naturel, c'est plusieurs centaines de kilos, plusieurs mètres de long. C'est vraiment des poissons très très impressionnants. Ça vit jusqu'à quel âge à peu près? Les records, c'est plus de 100 ans. Il faut être extrêmement patient. Une de mes thématiques de recherche, c'est justement la recherche du sexe de l'esturgeon. Le sexe de l'esturgeon, ça fait maintenant à peu près 40 ans que des gens dans le monde entier le cherchent et que personne ne l'a encore trouvé. Donc en effet, c'est vraiment une question de patience. Par contre, Xavier, tu m'as pas demandé pourquoi est-ce qu'ils étaient si curieux ces poissons. Parce que tu sais, en fait, les esturgeons, c'est les poissons qui sont à la limite entre les requins et les poissons, ce qu'on appelle osseux, ceux que tu as l'habitude de manger. Et c'est les seules espèces qui sont comme ça. Si ce groupe disparaît, si les esturgeons disparaissent, c'est ce groupe charnière entre les raies, les requins et les poissons osseux qui va disparaître. Et 200 millions d'années, ils ont survécu aux dinosaures, ces petits poissons. C'est quand même assez incroyable. Il fait des bulles. Regarde, il joue avec les bulles. Bon, dans la vraie vie, il cherche de l'air, mais c'est mieux de dire qu'il joue avec des bulles, non? C'est obligatoirement une passion. De toute façon, pour faire de la recherche, il faut être passionné parce qu'on ne compte pas son temps, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas son travail. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut aimer faire tous les jours, il faut partir toujours avec le sourire au travail. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire que ce qu'on fait, personne ne l'a fait avant nous. Quand on fait de la recherche, on cherche des nouvelles choses. Donc c'est très stimulant de se dire que ce qu'on va faire, c'est des nouvelles choses, c'est des découvertes tous les jours, c'est fait de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de désillusions, mais aussi de découvertes qui peuvent être toutes petites au regard de la recherche en général, mais qui pour soi sont très importantes. Après la partie zootechnie effectuée sur l'île, direction l'Université du Sud de Toulon-Var, où l'équipe de scientifiques dont Rémi fait partie continue leurs recherches en biologie moléculaire. Voilà, ça c'est un congélateur un peu particulier qu'on n'a pas à la maison parce qu'il est très froid et il est aux alentours de moins 80 degrés. Et à l'intérieur, on a tous nos trésors. Donc moi je travaille sur l'esturgeon, donc ici j'ai plein d'esturgeons à l'intérieur. Donc soit sous forme de tissus. Donc les tissus, là-dedans j'ai 16 esturgeons, donc avec des morceaux de cerveau, de gonades ou de nageoires de poisson à l'intérieur de mes tubes. Mais aussi j'ai mes tubes de sang d'esturgeon qui sont conservés aussi à moins 80. Donc là, voilà, là j'ai le sang qui attend, qui peut rester là des années s'il le faut, pour les analyses qui seront faites derrière. Les poissons disparaissent, ça, globalement, les océans se vident. Plus particulièrement dans le cas de l'esturgeon, parce qu'en 2010, l'esturgeon, il a été dit que c'était l'animal le plus en danger de toute la planète. Pourquoi? En grande partie à cause de la surpêche. Si on veut lutter contre la surpêche, il y a un moyen très efficace, c'est de développer l'aquaculture. Si on développe l'aquaculture, on n'a plus besoin de pêcher le poisson à l'état naturel, donc on peut laisser ses stocks naturels se refaire. Mais sauf que pour faire l'aquaculture, on a besoin de connaître ce poisson. On a besoin de savoir comment il vit, ce qu'il faut lui donner à manger, dans quelles conditions il faut l'élever, jusqu'à quel âge, etc. Tout ça, c'est des questions qu'on a et qu'on ne connaît pas. Un poulet, un bœuf, on élève ça depuis des milliers d'années, on sait faire aujourd'hui. Un poisson, ça fait quelques dizaines d'années que les élevages vraiment modernes se développent. Donc c'est vraiment l'âge de pierre de l'aquaculture aujourd'hui. Donc on fait le b.a.-ba, on apprend à connaître ces poissons, à savoir comment les élever en fait. Ce qu'on fait en recherche, c'est des choses à chaque fois nouvelles. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup de mise au point. À chaque fois, il faut découvrir ce qu'on fait. Il y a toujours des détails qui vont changer d'une fois sur l'autre. Donc en fait, c'est les mises au point qui sont très longues. On va trouver des choses au bout d'un certain moment qui ne vont pas forcément être ce qu'on avait attendu. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un résultat différent de celui qu'on attendait. Du coup, ça nous amène d'autres questions et on avance comme ça par petits pas. Donc en fait, chacune des analyses prend beaucoup de temps au moment de la mise au point. Une fois qu'on sait le faire, ça devient très rapide. En quelques heures, on a les réponses qu'on attendait.
Moi, je suis payé par le public et une partie de mon financement de recherche, c'est du privé. Donc après, les recherches de financement, finalement, c'est aussi le travail du chercheur. Un chercheur, ça cherche dans son travail, mais ça cherche aussi des financements pour pouvoir travailler. Il faut être curieux de tout et passionné par un sujet en particulier. Moi, j'adore la mer depuis très longtemps. J'ai toujours voulu connaître mieux la mer. Je trouvais qu'il nous manquait beaucoup d'informations sur le milieu marin. Et à force de me poser des questions, je me suis dit que j'allais en faire mon métier, essayer de trouver des réponses. Vous sillonnez avec le Drasme les mers du monde. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller fouiller dans l'hémisphère nord, notamment au Groenland? Non, le Groenland, non. J'avoue que j'ai jamais eu l'occasion d'y mener de mission. Et j'ai juste eu l'occasion de survoler cette terre à plusieurs reprises en avion. Alors, si on y va, je vous suis volontiers. Écoutez, j'ai bien envie de vous emmener. Nous allons partir plus précisément dans la baie de Disco. C'est là que naissent les plus gros icebergs de la planète. C'est sûrement un des endroits les plus beaux de la Terre. Allez, on y va avec Prenons le large, direction le Groenland. Constitué à 85% d'une immense calotte glaciaire d'environ 3500 mètres d'épaisseur, le Groenland est la plus grande île du monde, 50 fois la taille de la mère patrie, le Danemark, dont elle fut une colonie durant presque 6 siècles. L'île appartient géologiquement aux plus anciennes formations de la Terre. Seule la frange côtière déchiquetée a pu voir l'éclosion de villes aux maisons colorées. Les chiens de traîneau cohabitent avec la population. Seulement 57 000 habitants occupent le territoire. C'est un des endroits les moins peuplés de la planète. Les Inuits, très attachés à leur terre, vivent de la pêche mais aussi du tourisme. C'est en bateau que nous arrivons dans un des plus beaux endroits du pays, la baie de Disco, située au large de la ville d'Ilulissat. Marquant la transition entre le Groenland central et septentrional, à 400 km du cercle arctique, c'est ici que naissent les plus gros icebergs de la planète. Le glacier attenant à la baie déverse environ 200 000 tonnes d'icebergs chaque jour. Seulement 1/10 de ces immenses blocs de glace est visible à l'œil nu. Composé d'eau douce, ils dérivent dans les fjords et constituent un élément les plus mystérieux, mais aussi des plus majestueux que nous rencontrons au Groenland. C'est au son des craquements de la glace que nous dérivons dans ce désert arctique. La baie de Disco laisse s'exprimer la nature avec sa force et sa grandeur. Là, on se sent tout petit face aux éléments que la planète mère nous donne à contempler.
baie de Disko au Groenland, quel endroit magnifique. Oh, merveilleux, ça donne vraiment envie d'y aller. Est-ce que ça vous arrive d'aller explorer, ou d'abord est-ce qu'il y a des vestiges dans l'hémisphère nord? De toute façon, tout endroit où il y a eu des humains, il y a eu un jour un naufrage. Donc on peut, pourquoi pas, espérer partir vers le Groenland en exploration. Je l'espère. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt vers l'hémisphère sud que sont nos préoccupations, notamment dans les terres australes et antarctiques françaises, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam. Je vous remercie en tout cas Michel d'avoir été notre invité, puis on espère bien sûr vous retrouver bientôt et vous suivre dans toutes vos actions au DRASM. Merci, au revoir. Merci au revoir. vraiment. Un coup d'œil sur toutes les manifestations de la région, c'est tout de suite l'agenda. Marseille accueille la 40e édition du Festival de l'image sous-marine. Films, expositions, animations, ne manquez pas cet événement au Parc Chano du 31 octobre au 3 novembre, quand la mer devient image. Merci de nous être fidèles, ainsi s'achève ce numéro et on se retrouve très bientôt dans Prenons le large. De la presqu'île de Gien, voir le site Une réserve ornithologique. Sur la presqu'île de Gien, à la découverte. Une réserve ornithologique. On peut pas reprendre à partir de là? Réserve ornithologique. Ah oui. C'est pas possible. Réserve ornithologique. Ouais, sur la prochaine, on achète un clap, hein, je te promets.